Il n'y a plus de soft power, on est partout dans le hard power. Ce n'est pas Donald Trump qui a dit cela, mais un certain Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. C'était il y a quelques jours, lors de la clôture de la conférence annuelle des ambassadeurs de France. Avec nous pour en parler, Bertrand Badi. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes spécialiste des relations internationales. Avec nous également Pierre Aski, journaliste. Bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous avez aussitôt, après les propos de Jean-Yves Le Drian, signé une tribune intitulée « La mort du soft power ». Avant de vous entendre sur cette question du soft power, on va d'ailleurs définir ce que c'est. Difficile de ne pas vous faire réagir, messieurs, sur ce qui se passe aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite. Bertrand Badi, jusqu'où ira ce conflit que se livre au Yémen, à la fois l'Iran, l'Arabie Saoudite, les États-Unis? Alors évidemment, il faut un peu de temps pour décrypter tout ça. Une chose me paraît quand même très intéressante. On a le sentiment depuis quelques jours, quelques semaines, que la coalition faite essentiellement du triangle Tel Aviv, Riyad, Washington se défait un tout petit peu. Il y a l'incertitude des élections d'Israël, mais il y a surtout les Émirats arabes unis, le cousin en quelque sorte, le petit cousin des Saoudiens qui s'est un peu retiré de cette coalition, et puis l'Arabie Saoudite qui montre quelques hésitations et qui mesure le risque que représenterait un conflit direct avec l'Iran. Et comme par hasard, c'est au moment où on s'interroge à Riyad sur les risques réels d'un conflit avec l'Iran que la démonstration leur est apportée, un peu message tout fait et tout construit à l'avance, que effectivement un conflit pourrait avoir des effets absolument désastreux sur l'économie saoudienne, sur les infrastructures saoudiennes. Donc c'est à se demander si on n'est pas dans cette phase, je dirais, de contre-dissuasion, c'est-à-dire voyez ce qu'on peut faire et à partir de là peut-être reconstruisez vos calculs. D'autant qu'il y a, dernier élément du puzzle, le virage de Washington, l'éviction de John Bolton. Son conseiller à la sécurité. Voilà, et l'idée de plus en plus nourrie par Donald Trump de changer de braquet, de ne plus aller vers l'affrontement, mais vers le deal. Et c'est dans ce contexte que l'on voit à quel point, en tous les cas, un conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pourrait être terriblement désastreux. Vous disiez l'économie saoudienne qui est touchée, mais Pierre Aski, on pourrait dire aujourd'hui l'économie mondiale. Les prix à la pompe vont certainement flamber aujourd'hui un peu partout dans le monde. Oui, mais je pense que c'était le but de la démonstration. C'était de la part de l'Iran, qui est acculé par les sanctions américaines, de montrer si on doit tomber, on ne tombera pas tout seul. Et on a les moyens aujourd'hui de faire des dégâts très importants. Le risque de ce genre de stratégie, c'est que on fait peut-être ça pour appeler à la négociation, pour appeler à plus de bon sens, mais que la guerre peut être au tournant. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est qu'effectivement, comme le disait Bertrand Badi, ça intervient au moment où il y a ce virage à Washington, où on avait l'impression, en fin de semaine dernière, après le limogeage de John Bolton, que on allait vers une rencontre Trump-Rouhani en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. La diplomatie française était d'ailleurs très active dans ce domaine, et que Trump voulait surtout éviter de se retrouver avec un conflit supplémentaire sur les bras, conflit que John Bolton, lui, souhaitait ardemment, au moment où il prépare sa réélection. En fait, et il se retrouve là aujourd'hui, je pense, assez embarrassé, malgré ses tweets un peu belliqueux, par cette situation de crise qui l'oblige à prendre des décisions difficiles. Diriez-vous que l'Iran joue en fait la même stratégie que Donald Trump, à savoir on montre nos muscles d'abord, on frappe d'abord et après on discute? On a le sentiment que ce sont le pendant de la stratégie de Trump. On voit depuis 2 mois maintenant l'Iran procéder par une escalade mesurée, qui a été la reprise d'un certain type d'activité nucléaire qui n'était pas déterminante, par des déclarations, etc. Et là, on a franchi un cap quand même sacrément risqué. Et donc on est à un moment, je pense, assez décisif, parce que si
les Américains décident, avec les Saoudiens, de riposter militairement, là on rentre dans un engrenage qui n'est pas nécessairement contrôlable. En tout cas, le thème de ce grand temps, c'est le soft power. On se demande dans ce conflit entre l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Iran et les États-Unis, où est-ce qu'il est passé? Alors pour nous, la chaîne francophone, c'est pas évident, soft power, de trouver une traduction. On pourrait parler de l'art de convaincre son adversaire de manière douce, de puissance douce également. Bref, peu importe au niveau des mots, mais c'est quoi au juste le soft power? Quand est-ce que c'est né? Qui l'a inventé, ce concept? Alors pour faire simple, on dirait que c'est le contraire du hard power. Vous savez que les relations internationales ont toujours été dominées par cette idée fondamentale de compétition de puissance. C'est-à-dire on serait sur une arène internationale dans laquelle tous les États, tels des gladiateurs, s'opposeraient en utilisant leurs ressources de puissance. Et puis peu à peu, on s'est aperçu que la réalité était plus complexe. C'est-à-dire que les rivalités de puissance, les affrontements musclés ne pouvaient pas résoudre tous les problèmes. Qu'est-ce qui a en quelque sorte déclenché l'alarme? C'est les guerres de décolonisation. Parce que là, le plus fort, généralement, perdait, enfin même perdait toujours, et on s'est aperçu que finalement, la force, le muscle, n'était pas l'alpha et l'oméga des relations internationales. Confirmation pour les Américains, qui étaient un peu périphériques dans cette séquence de la décolonisation, ça a été le conflit du Vietnam, où on s'est aperçu qu'on a dépensé d'énormes moyens et que finalement, on ne parvenait pas à gagner. Donc, qu'est-ce que c'est que le soft power? C'est l'idée que finalement, on pourrait procéder autrement pour maintenir sa domination, pour maintenir son hégémonie. Non pas les instruments militaires qui se révèlent faillibles, mais cette fois-ci, quelque chose de plus astucieux, je dirais, plus sioux, comme on disait du temps de ma jeunesse, créer chez l'autre un sentiment d'adhésion, se faire aimer, séduire l'autre, par la séduction, obtenir ce que l'on ne peut pas obtenir par la force. Et ça passe notamment par la culture, par le cinéma, on va le voir, mais d'abord, le soft power est-il mort? Parfaitement, répond Jean-Yves Le Drian. Face à une compétition généralisée qui est en train de reconfigurer notre monde et qui ne se résume plus à ses dimensions politiques, stratégiques ou économiques, nous devons aussi prendre en compte ce que j'appelle les nouveaux attributs de la puissance. Quelles sont-elles, ces nouvelles batailles que nous avons à livrer? La bataille de la culture, la bataille de l'information et la bataille du développement. Oui, j'en suis de plus en plus convaincu, la culture, l'information et le développement sont bien les nouveaux attributs de la puissance. Et c'est comme cela que nous devons les représenter et les manier si nous voulons continuer à peser sur la scène internationale. Il n'y a plus aujourd'hui de soft power. On est partout, si vous me permettez l'expression, dans le hard. Alors pourquoi est-ce que vous avez pris la plume pour réagir, Pierre Aski? J'ai trouvé ce passage intéressant parce qu'il fait évoluer les concepts. C'est vrai que ce concept de soft power a dominé pendant toute une période, à tel point, moi j'ai un petit tropisme chinois, j'étais correspondant à Pékin, les Chinois ont fait venir, le père du soft power, c'est Joseph Nye, qui est un professeur américain, ils l'ont fait venir plusieurs fois en Chine pour qu'il leur explique le soft power, parce que les Chinois étaient obsédés par cette idée. Eux qui avaient le nombre et qui pensaient que la force dépendait de ça, comprendre que le ping-pong, ça pouvait aider. Voilà, exactement. Et ils ne sont toujours pas arrivés à développer un soft power chinois. Et donc, quand Jean-Yves Le Drian parle de la culture de l'information et du développement, qui sont effectivement des domaines classiques du soft power, il en fait aujourd'hui des attributs de hard power, c'est-à-dire qu'il en fait des sujets de compétition internationale, voire de confrontation. Pas pour faire la paix, mais pour s'affirmer. Oui, et c'est ce qui s'est passé. En fait, c'est la leçon de toute la campagne de désinformation, de manipulation de l'information, ce qu'on a réduit par le mot fake news. L'affaire Cambridge Analytica, par exemple, qui est cette société britannique qui avait utilisé les données piratées sur Facebook pour cibler des campagnes politiques aux États-Unis
pendant la campagne électorale de 2016, on voit bien que c'est l'instrumentalisation d'un terrain de soft power pour des objectifs qui sont bel et bien ceux de la géopolitique classique. Alors, bien avant le père fondateur de ce concept, il y avait un certain Lénine qui, lui, disait que la puissance d'un État ou d'une révolution n'était pas réductible au poids du nombre des armes ou de l'économie. Il parlait déjà de la puissance du cinéma. Aujourd'hui, puisque vous parliez de Facebook, Pierre Aski, diriez-vous que le cinéma, que les arts, que le théâtre, que tout cela a été remplacé par les réseaux sociaux et les tweets compulsifs? D'abord, je crois qu'il y a eu un grand malentendu. Et c'est peut-être sur la base de ce malentendu que l'on peut débattre de la fameuse phrase de M. Le Drian. Le grand malentendu, c'est qu'on a pensé que par un soft power bien pensé, bien construit, bien lissé, on allait pouvoir convertir les peuples à la politique étrangère américaine, puisqu'il s'agissait d'abord d'une initiative américaine. Et c'est là que ça n'a pas marché. C'est-à-dire que la population dans le monde adhère à Coca-Cola, au Blue Jean, à l'inspecteur Colombo, mais ce n'est pas parce que vous adhérez, parce que vous aimez cette culture, que vous allez approuver la politique étrangère américaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études empiriques qui ont été menées, qui montrent par exemple qu'en Amérique latine ou au Moyen-Orient, la culture américaine est hautement consommée et appréciée, mais le taux d'anti-américanisme, traduisé par là d'hostilité à la politique étrangère américaine, est très élevé. Et la grande déconvenue, ça a été ça. C'est-à-dire, finalement, en 1979, sous les Tchadors, les jeunes filles défilaient à Téhéran avec des blue jeans et en criant « mort à l'Amérique ». On boit du Coca-Cola et on crie quand même contre le président des États-Unis, et ainsi de suite. Et donc, ce qui est la réalité, c'est ce découplage inattendu chez les Joseph Nye et autres princes du soft power entre la politique étrangère américaine et la culture américaine. Alors justement, si on prend Donald Trump, très court, Pierre Aski, on a le sentiment que ça peut fonctionner. Quand on voit ce qui s'est passé entre lui et Kim Jong-un, c'était d'abord les invectives, les menaces. Moi, j'ai l'arme nucléaire, je suis plus fort que toi. Et puis finalement, ils finissent par se rencontrer. Ça dépasse l'entendement. Donc le hard power, ça peut marcher. Oui, alors... ils n'ont pas encore signé la paix. Sauf que, le hard power n'a pas été utilisé, puisqu'on est resté au stade des menaces, et deuxièmement, les résultats on est encore au milieu du gué, on ne peut pas en tirer des conclusions. Non, mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que effectivement, aujourd'hui, on voit bien que il y a encore des éléments de soft power qui continuent. La France va par exemple ouvrir dans 2 mois un centre Pompidou à Shanghai. Et la Chine ouvre des centres Confucius en France. Emmanuel Macron va se rendre à Pékin, et on voit bien que la France a utilisé et continue d'utiliser ce rayonnement culturel comme une arme de séduction massive, on pourrait dire, pour reprendre une expression connue, et que là, le soft power n'est pas totalement mort. Mais je pense qu'on est rentré dans une phase de compétition des puissances telle que, effectivement, tout est aujourd'hui l'objet d'une confrontation, qu'elle soit douce ou dure, ça ne change pas grand-chose finalement. Pierre Aski, merci beaucoup. Bertrand Badi, merci également d'avoir répondu à nos questions sur cette question du soft power.